Voilà, nous sommes au premier symposium international sur le syndrome des nerfs dans l'os. C'est la première fois dans l'histoire du syndrome qu'il y a un symposium international organisé principalement par les généticiens ici à Gand, où il y a une équipe autour de Madame de Paep qui est extrêmement active sur les études sur ce syndrome. Alors, nous sommes retrouvés à la fois généticiens et cliniciens, et c'est en tant que clinicien que je suis venu présenter, avec la collaboration de tout un ensemble de personnes qui ont travaillé avec moi, avec nous, sur ce syndrome, dans cette aventure assez particulière qu'est la découverte d'un syndrome. Et précisément, nous présentons là les 664 premiers cas d'une série qui est plus longue, plus importante, de 1300 cas. Alors, ces 664 premiers cas se caractérisent d'une façon particulière. D'abord, il y a une majorité de femmes, 82% de femmes, et ceci est, depuis le début de l'étude, c'est donc une constante. Les femmes expriment davantage les symptômes du syndrome, beaucoup plus que les hommes, qui souvent ont des manifestations moins importantes, moins prégnantes, moins marquées, et c'est là un point important pour la recherche et les traitements. Alors, cette étude, ce qui a été validé, qui a été analysé par une équipe de ce qu'on appelle maintenant épidémiologistes, statisticiens médicaux de très haut niveau, le professeur Raveau, son équipe, notamment Madame Villeneuve, qui a fait toute cette analyse, et puis un certain nombre d'autres médecins, et aussi des chercheurs comme Madame Serre, qui m'a considérablement aidé dans le traitement de ces données et la mise au point de cette base de données. Alors, ces résultats sont d'une part qu'il y a des critères diagnostiques. On peut faire aujourd'hui le diagnostic puisque 664 personnes présentent des symptômes tout à fait proches. Alors on a réduit à 644 parce que, étant donné l'importance qu'on donne au test de Bayton, nous avons pris les cas qui ont un test de Bayton supérieur ou égal à 4 sur 9. 9 c'est le score maximum, mais en fait, selon notre manière de coter le test de Bayton, ils ont pour la plupart 5 sur 9. Donc ce sont des formes non seulement hypermobiles, mais aussi qui ont le syndrome des nerfs dans l'os, si tant est que ce test à lui seul permet de diagnostiquer le syndrome des nerfs dans l'os, ce que je ne crois pas. En effet, on retrouve beaucoup d'autres symptômes. Ces autres symptômes sont au nombre de 6, et si on les a, on les retrouve, eh bien le diagnostic est quasiment assuré. Alors ces symptômes, ce sont la douleur, la fatigue, l'asthénie. La douleur, on la retrouve par exemple au niveau des articulations dans 98% des cas, mais aussi les migraines, 84%. On retrouve la fatigue dans un très grand nombre de cas, et souvent très importante, parce que nous avons coté, il y a un système de cotation de 0 à 4 qui permet de donner la sévérité. Et la plupart des cas, 70%, sont très sévères. Parmi les 96%, c'est-à-dire presque la totalité pratiquement de nos patients, ont des douleurs. Le deuxième signe, troisième signe, puisqu'on a mis la douleur en deuxième, ce sont ce qu'on a appelé troubles proprioceptifs. Alors ce mot est bien sûr un peu barbare, un peu trop technique médicalement, mais il exprime en fait une difficulté à contrôler ses mouvements, dont l'expression la plus spectaculaire est ce que j'ai appelé le signe de la porte, c'est-à-dire se heurter dans les portes au passage, parce qu'on n'arrive pas exactement à cadrer son mouvement. Il y a l'hypermobilité, bien entendu, qui dans l'ensemble de notre série de 664 cas est présente dans 97% des cas. Donc l'hypermobilité est un signe intéressant. Et si elle manque, ça n'élimine pas forcément le diagnostic, parce qu'elle a pu exister dans l'enfance, elle a pu disparaître à l'âge adulte, et certaines formes ont très peu d'hypermobilité, il faut le dire. Alors elles sont rares, la majorité a quand même une hypermobilité. Les modifications de la peau sont très évocatrices, elles sont variables. Alors la peau est fine de façon générale, elle est fragile, elle est marquée souvent de vergetures, 64% des cas, et il y a des difficultés de cicatrisation, ça c'est un signe très évocateur, dans 85% des cas. La fragilité de la peau donne un signe qui est un peu amusant, si on peut dire, qui frappe l'imagination, c'est de prendre facilement des décharges électriques. Quand on ouvre une portière de voiture, par exemple, signe de la portière, en effet, la peau conduit très bien l'électricité, ce qui nous permet aussi d'avoir des traitements par ce qu'on appelle le TENS, stimulateur électrique, qui marche beaucoup mieux dans le syndrome que dans d'autres cas. Et un autre signe qui est très important, qui est souvent négligé, ou bien interprété autrement, c'est le syndrome hémorragique.
Ce sont les ecchymoses, ce sont les saignements des gencives quand on se brosse les dents, ce sont les saignements de nez, ce sont également les règles abondantes, les ménorrhagies, comme on dit en médecine, les règles abondantes. Tout ça, c'est évocateur du syndrome et c'est présent dans notre série dans 92% des cas. Donc c'est un signe très fort. Voilà, les 6 signes principaux, il y en a d'autres. Mais le 7e signe, si on peut dire, le 7e élément, c'est le côté familial. Il est clair que si on voit une jeune fille et que la maman a les mêmes symptômes, qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est donc nécessairement quelque chose, c'est-à-dire un état clinique qui est transmis. S'il y a des frères et sœurs, s'il y a des grands-parents, etc., des cousins, ça enrichit le tableau. Et il faut savoir que cette forme que j'en décris là comme assez complète, heureusement elles ne sont pas toutes comme ça, souvent, il faut dire, sont incomplètes. Et ces formes incomplètes, il faut savoir les dépister. Et si dans une même famille, il y a une forme complète et des formes incomplètes, ces formes incomplètes sont liées au syndrome des nerfs dans l'os. Il ne faut pas faire d'erreur de diagnostic. C'est la clinique toute simple, du raisonnement simple, cartésien, clair, facile à comprendre par tout le monde. Il y a beaucoup d'autres manifestations. Et elles sont souvent méconnues, on les prend pour autre chose. C'est le cas des troubles digestifs. Le reflux, par exemple, gastro-œsophagien est un symptôme qu'on trouve très souvent, puisqu'il est dans cette série dans 80% des cas. Donc c'est quand même fréquent. Il y a d'autres, il y a la constipation, par exemple. Les manifestations respiratoires. Ça, il faut faire très attention avec ça. C'est souvent pris pour de l'asthme, et ça peut donner des crises quasiment d'étouffement, qui heureusement n'ont jamais de suite dramatique. On ne meurt pas de ça. Mais c'est extrêmement désagréable, on peut se retrouver aux urgences, et comme les médecins ne connaissent pas le syndrome des nerfs dans l'os, ils ne savent pas ce que c'est, et bon, je ne sais pas qu'il ne faut pas n'importe quoi, mais ça se termine toujours par corticoïdes et oxygène. L'oxygène améliore beaucoup, et d'ailleurs c'est le traitement qu'on propose contre ces troubles respiratoires, une oxygénothérapie quotidienne, avec quelquefois un appareil qui s'appelle le percussionnaire, qui améliore donc l'état broncho-pulmonaire. Il y a d'autres symptômes, comme par exemple les modifications dans la sphère buccale, enfin bucco-dentaire, avec les articulations des mâchoires, les dents, les gencives, qui sont souvent ont des problèmes de fragilité, de mauvais état, qui sont liés au syndrome. Tout ça, c'est lié à l'atteinte du tissu conjonctif. On le retrouve très souvent. Nous les avons ici dans 76% des cas, 80% des cas pour les gencives, et il y a d'autres manifestations encore, que je cite au passage, notamment ophtalmologique. La fatigue visuelle est quasiment pas constante, c'est 86%, elle est très fréquente. Des problèmes gynécologiques obstétricaux, y compris des problèmes de relations sexuelles qui peuvent être pénibles, douloureuses, et qu'on peut améliorer par des traitements appropriés. Et bien entendu, au moment des grossesses, il peut y avoir quelques difficultés, surtout au moment de l'accouchement. Et si on connaît le syndrome, on peut les éviter. Enfin, les manifestations urinaires, et puis des manifestations qu'on a du mal à interpréter, mais qui sont bien liées au syndrome, qui sont des difficultés de mémoire, de travail, d'attention, et qui sont des éléments qui peuvent être maintenant, pour tout ça, nous avons proposé nous mettons en route, nous proposons des traitements par la rééducation orthophonique et d'autres, peut-être avec l'ordinateur dans peu de temps, etc. Donc voilà un ensemble un tableau qui maintenant est assez brossé, parce que ici j'ai mis en place l'introduction d'une thèse faite en 1933 par un Français qui s'appelle Le syndrome des nerfs dans l'os, que j'ai découvert à la faculté de médecine de Paris. Et cette thèse disait qu'on ne pouvait pas bien définir ce syndrome, bien que l'auteur avait déjà pressenti beaucoup de choses, parce qu'on manquait de cas. Maintenant, avec 664 cas, qui est une série de 1300 cas, on peut, M. Miget, qui est l'auteur de cette thèse, aurait été ravi d'en avoir autant pour pouvoir compléter sa description, qu'il avait d'ailleurs très bien commencé. Il a fait une seule erreur, il a pensé que les hémorragies étaient dues à une hémophilie associée, ce qui est faux. Il n'y a pas de trouble de la crasse sanguine, c'est la fragilité des tissus. Donc voilà une présentation qui permet d'y voir un peu plus clair dans ce syndrome, et qui permet aussi, parce que maintenant qu'on connaît un peu mieux les mécanismes, d'envisager de façon beaucoup plus solide, avec une base physiopathologique, en attendant les résultats statistiques, une base physiopathologique des traitements cohérents, par exemple l'oxygénothérapie quotidienne, avec éventuellement le percussionnaire, le traitement associé, c'est les orthèses avec les vêtements, les semelles, la kinésithérapie proprioceptive, l'utilisation du thermalisme, tout ce qui peut solliciter la proprioception. Et aussi, il y a certains antidouleurs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien.
Il faut savoir les choisir, il faut éviter vraiment les morphiniques qui très souvent aboutissent à des états de dépendance dont il est beaucoup plus difficile de se sortir que des signes du symptôme des vers dans l'os. Voilà, du syndrome des vers dans l'os. Excusez-moi ce lapsus, bien sûr, des symptômes du syndrome des vers dans l'os, excusez-moi. Voilà, merci beaucoup.